Salut amis des livres ou amis de Napoléon ou désireux de connaître Napoléon. Je fais cette vidéo parce que je reçois beaucoup de messages de gens me demandant que me conseilleriez-vous de lire pour commencer sur Napoléon, parce que visiblement il y a des gens chez qui mes émissions, que ce soit La Petite Histoire ou d'autres, ont éveillé une certaine curiosité pour Napoléon et j'en suis très content. Et à chaque fois, on me demande que me conseilleriez-vous de lire sur Napoléon. À chaque fois, je conseille le même livre, mais là, j'aimerais faire une vidéo plus précise et que je pourrais comme ça partager à chaque fois qu'on me pose la question, de manière à régler définitivement la question, pour moi en tout cas. Évidemment, je vais pas vous dire, je vais pas arriver comme ça sur mes grands chevaux et vous dire voilà ce qu'il faut lire sur Napoléon. Il y a des livres que je ne connais pas, il y en a d'autres qui sont vieux, comme les livres d'Adolphe Thiers par exemple, que je n'ai pas lus. Je suis loin d'avoir tout lu sur Napoléon, mais je vais répondre pour ceux qui me concernent. Quoi lire sur Napoléon pour débuter? Alors là, je vais faire la réponse que je fais à chaque fois quand on me demande, et je me réjouis d'ailleurs d'avoir conseillé ça à des gens qui ensuite m'ont envoyé les photos des livres qu'ils avaient achetés, puisque je conseille le Bonaparte et le Napoléon d'André Castelot. Alors ça, c'est la base absolue si vous voulez commencer sur Napoléon. Bon, moi, il s'avère que je ne les ai pas dans les mêmes éditions. Donc, mon Bonaparte, je l'ai dans ces grosses éditions, édition Famo. Je ne sais même pas si ça existe encore. C'est des livres que j'ai hérités de ma grand-mère, et j'en suis très content d'ailleurs. Ce sont de gros et beaux livres. Alors celui-là, c'est le Bonaparte. Alors, comme vous le voyez, c'est un livre à mi-chemin entre le livre ancien et le livre moderne, puisque c'est très beau, très bien présenté, très bien imprimé, assez moderne, et à la fois ça a cet aspect de livre ancien avec du cuir de mouton je crois, je ne sais même plus, et ça date des années 70, et voilà, donc c'est ce genre de beau livre avec des illustrations, une très belle, j'espère qu'on voit, parce que j'ai même pas de retour sur cet appareil. Alors là, c'est vraiment très agréable à lire, là on se plonge vraiment dans l'histoire. Alors ça, c'est le Bonaparte, et le Napoléon, je l'ai chez Perrin. Les éditions modernes de Perrin, c'est un gros pavé aussi, le Napoléon. Mais ça, c'est une série télé, hein. Ça, c'est The Walking Dead, c'est Lost. Quand on plonge là-dedans, on n'en sort plus, hein. Moi, j'étais content le soir d'aller ouvrir mon livre pour continuer l'histoire de Napoléon. Et sachez aussi, il y a aussi quelques images dedans, sachez aussi que ces deux livres-là, ce sont les livres avec lesquels Éric Zemmour s'est familiarisé à Napoléon. J'avais entendu ça dans une de ses conférences. Et d'ailleurs, c'est le premier mail que j'ai envoyé à Éric Zemmour, puisqu'il disait que quand il allait en colonie de vacances, je crois, il était le seul de ses camarades dans le bus à lire, alors que les autres foutaient le bordel ou faisaient n'importe quoi. Et lui, il était le seul dans le fond du bus à lire André Castelot sur Napoléon. Il avait dit ça dans une de ses conférences. Du coup, comme je les avais et que je les avais lus, je me suis permis de lui envoyer ce mail pour lui dire, et ça a été mon premier mail à Éric Zemmour, et depuis, il y en a eu beaucoup d'autres, mais en tout cas, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Donc voilà, je vous conseille Napoléon et Bonaparte d'André Castelot. C'est vraiment la base. C'est écrit, ce n'est pas un roman historique, et c'est pourquoi j'aurais tendance à vous déconseiller les Max Gallo. Déjà, c'est des éditions de merde, hein, les éditions Pocket, regardez ça. Les pages s'arrachent, il y a des paragraphes entiers qui s'arrachent. On le voit, là, ça ressort un peu. Déjà, c'est des éditions de merde. Mais en plus, c'est du roman historique. Et moi, je suis assez mal à l'aise avec le roman historique, parce que il fait dire des choses que Napoléon n'a pas dit. On n'est jamais sûr où s'arrête la fiction, où commence la fiction, où s'arrête la vérité historique. Et franchement, Max Gallo à éviter, donc, même si vous pouvez le lire aussi, mais André Castelot surtout, c'est vraiment ça que je conseille à tout le monde, et il faut commencer par ça pour se plonger vraiment dans Napoléon, puisque c'est écrit, c'est pas un roman historique, mais on s'y plonge comme dans un roman, c'est chronologique, c'est à la fois scientifique certaines fois parce qu'il parle chiffres, dès qu'il avance quelque chose, enfin dès qu'on parle de quelque chose, il va vous parler des sources de cette chose, est-ce qu'elle est véridique, etc. Et il va aussi entrecouper ça de son expérience personnelle d'historien qui s'est rendu sur le terrain. Donc quand il va vous parler de quelque chose, par exemple, je sais pas, le mariage de Napoléon avec Marie-Louise dans le salon carré du Louvre, s'il s'est rendu sur place, il va vous dire quelle émotion on ressent, comment s'agence la pièce,
De même pour les champs de bataille, il s'est rendu sur les champs de bataille napoléoniens, donc il va vous dire ce qu'il en reste, est-ce qu'il reste des vestiges. D'ailleurs, je crois que c'est à Leipzig ou à Wagram, je ne me souviens plus, je crois que c'est Leipzig. Il reste, et ça j'aimerais beaucoup le voir, et c'est là-dedans que je l'ai lu, il reste des fermes, des granges sur lesquelles on voit les éclats de balles, les boulets de canon encore. Il y a un boulet de canon qui est encore encastré dans un mur. J'en ai des frissons rien que d'en parler, j'aimerais beaucoup aller là-bas. Et c'est André Castelot qui vous prend par la main littéralement et qui vous emmène dans l'histoire napoléonienne. Et à la manière d'un roman, mais c'est pas du tout un roman, c'est parfois un peu romancé pour vous mettre dans l'ambiance, c'est excellemment écrit, c'est à la fois rigoureux historiquement et raconté comme un roman, c'est vraiment parfait, c'est l'idéal pour commencer, et moi c'est ça que je conseille tout le temps. J'ai sorti tellement de livres que je sais même plus où le poser. Voilà, donc je conseille à tout le monde pour commencer sur Napoléon, André Castelot, et concernant les éditions, vous pouvez soit le prendre dans ces éditions-là, Perrin. À noter que celui-ci, par exemple, c'est des gros livres, hein, 28,50 €. C'est un gros livre, mais je vous le dis, c'est un livre qu'on regrettera pas d'avoir acheté. Et sinon, il y a les vieilles éditions Perrin, ça ressemble à ça, aux Joséphine. C'est les éditions Librairie Académique Perrin, je crois, en cuir. Je ne sais pas si ça se vend encore, mais en tout cas, vous en trouvez sur Le Bon Coin. André Castelot a beaucoup de livres dans cette édition, et c'était les anciennes éditions Perrin de qualité. Et moi j'aimerais beaucoup les avoir. Là j'ai Joséphine et d'ailleurs c'est même pas un vrai, c'est un faux cuir, c'est un faux Perrin si vous voulez. Mais si vous pouvez les trouver dans ces éditions-là, c'est encore mieux. Vous pouvez trouver ça sur Le Bon Coin, mais sinon les Perrins classiques, ce sont des livres de très bonne qualité sur du très bon papier. Regardez, il est encore, il se tient bien encore en main. C'est pas comme ce pocket que je vais jeter d'ailleurs. Voilà. Bah voilà, je l'ai jeté et il y a des pages. Voilà, les éditions Pocket. Et ça, c'est parce que je l'ai jeté, mais c'est aussi quand vous lisez. C'est-à-dire que parfois vous lisez un paragraphe et vous vous retrouvez avec le paragraphe dans la main. Voilà. Donc, André Castelot, Bonaparte et Napoléon. Si vous voulez commencer léger, parce que là c'est assez volumineux, ça doit faire 2000 pages en tout, 1000 pour Bonaparte, enfin un peu moins de 1000 je crois pour Bonaparte, et 1000 pour Napoléon. Même si ça se lit vraiment rapidement et si on n'en sort pas, quand on plonge dedans, on n'en sort pas. Si vous voulez commencer plus léger, eh bien vous avez ce livre que j'ai acheté hier, de l'inénarrable Thierry Lenz. Aussi, si vous voulez des références sur le sujet, André Castelot, Jean Tullard évidemment, et Thierry Lenz, qui est vraiment le spécialiste actuel de Napoléon. Donc dès que vous voyez Thierry Lenz, c'est bon, foncez. Là c'est un petit livre, Napoléon en 100 questions. Et voilà, pourquoi Napoléon a-t-il fait exécuter le duc d'Enghien, et vous avez 2 pages à chaque fois sur chaque sujet. Pourquoi Napoléon a-t-il voulu être empereur? Pourquoi Napoléon a-t-il organisé un sacre à Notre-Dame? Pensait-il vraiment être le successeur de Charlemagne? Était-il franc-maçon? Croyait-il en Dieu? Etc. Napoléon en 100 questions. C'est vraiment très bien fait et c'est vraiment le spécialiste. Donc, et comme c'est chronologique, les questions sont posées chronologiquement. On commence dans l'enfance de Napoléon. Et puis ensuite on arrive jusqu'au sacre, enfin campagne d'Italie, etc. Jusqu'au sacre, jusqu'à Sainte-Hélène. Et ça permet de se mettre dans le bain. Donc pour commencer, en plus des Castelot, celui-là est très bien. Maintenant pour approfondir, parce que c'est bien beau de commencer, mais il faut approfondir. Là c'est là où je ne vais pas pouvoir vous citer toutes les références, parce que je ne les ai moi-même pas lues toutes, je ne les connais pas toutes. D'ailleurs j'apprends des choses, hein, moi aussi en lisant Napoléon sans question. Je ne connais pas tout sur Napoléon, moi je suis en recherche sur Napoléon, je ne suis pas un spécialiste de Napoléon. Donc si vous voulez approfondir sur Napoléon, alors, si vous voulez en savoir plus sur l'homme Napoléon, Napoléon en tant qu'homme, eh bien il y a celui-là, L'homme Napoléon, de Louis Chardini. C'est un livre assez gros aussi, je crois qu'il fait 600 pages. Et ça c'est vraiment, si vous voulez connaître ses tailles de slip, etc. Enfin je plaisante, mais comment Napoléon travaillait, comment est-ce qu'il dormait beaucoup, comment étaient ses relations avec les femmes, avec ses secrétaires. C'est Napoléon dans l'intimité, comment se comportait Napoléon sur un champ de bataille. L'homme Napoléon de Louis Chardini. Je ne vais pas passer 1 heure sur chaque livre. Voilà, ça c'est si vous voulez connaître plus sur l'homme, Napoléon en tant qu'homme. Si vous voulez en savoir plus sur Napoléon en tant que chef de guerre, et ça c'était aux éditions Tempus, qui appartient aux éditions Perrin,
qui sont des éditions que je vous recommande. Une collection Tempus, pardon. Collection Tempus, édition Perrin, c'est les éditions poche de Perrin. Je vous recommande tous les livres des éditions Perrin, et également, ça c'est les éditions Talendier, collection texto que j'aime beaucoup, je vous les recommande également. Jean Tullard, évidemment, Napoléon, chef de guerre, voilà, ça c'est si vous voulez savoir comment se comportait Napoléon sur le champ de bataille, comment était-il avec ses hommes, comment était-il en tant que stratège. Si vous voulez en savoir plus sur Napoléon en tant que le rapport de Napoléon à Dieu, eh bien, il y a ce livre que j'avais déjà présenté une fois en vidéo et une fois en audio, Conversation sur le christianisme, Napoléon Bonaparte. Voilà. Si vous voulez savoir le rapport de Napoléon à Dieu, est-ce qu'il croyait en Dieu, Thierry Lenz y répond dans son livre, mais là vous avez vraiment une base solide pour savoir ce qu'il pensait exactement de Dieu et de la religion, parce que dans l'esprit de Napoléon c'est assez différent. Comment était Napoléon en tant que quoi? Comment gérait-il l'économie? Vous avez ce livre des éditions Vendémiaire en partenariat avec la Fondation Napoléon. L'économie selon Napoléon sous la direction de Pierre Brandat. Je ne l'ai pas encore lu, je vous le dis tout de suite, mais c'est le seul livre que je connais sur le sujet et je pense, pour faire confiance à la Fondation Napoléon, donc présidée par Thierry Lenz, et pour faire confiance aux éditions Vendémiaire, je pense qu'avec ça, vous saurez à peu près tout sur comment Napoléon gérait l'économie. Si vous voulez en savoir plus sur les hommes qui entouraient Napoléon, vous avez toujours Thierry Lenz, collection Tempus chez Perrin, les ministres de Napoléon. Voilà, là vous pourrez voir Talleyrand, Cambacérès, tous ces hommes qui ont servi Napoléon. Si vous voulez, alors là, j'en ai d'autres. Si vous voulez savoir ce que Napoléon nous a laissé, ça c'est un sujet intéressant. On dit souvent que Napoléon a bâti la France moderne, ses institutions, mais on ne sait pas bien de quoi on parle. Bien Thierry Lenz, toujours, Napoléon et la France, édition Vendémiaire. Et là, vous saurez sur quoi Napoléon a-t-il fait reposer sa légitimité, qu'est-ce qu'il a établi, code civil, code de commerce, tout ce que Napoléon a fait et ce qu'il nous a légué aujourd'hui. Qu'est-ce que Napoléon nous a légué jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que notre société a encore de napoléonienne dans ses institutions? C'est là-dedans. Un autre livre très intéressant de Jean Tullard, cette fois ça ne parle pas de Napoléon, mais des Français sous Napoléon. Et ça, c'est très intéressant. Comment vivait-on sous l'Empire? Donc c'est la collection plurielle, Vie quotidienne de Hachette Littérature, écrit par Jean Tullard. Comment vivait-on sous l'Empire? À quelle heure est-ce qu'un paysan se levait? Qu'est-ce qu'il faisait le matin? Comment était organisée sa journée? Comment fonctionnait la justice de proximité, les notables, la ville, la campagne? Comment fonctionnait la conscription quand on était tiré au sort pour aller combattre? Comment était-elle perçue? Comment est-ce qu'on s'arrangeait pour ne pas aller à la guerre? Là, c'est la vie quotidienne des Français sous Napoléon. C'est un livre qui m'avait beaucoup plu et que je vais d'ailleurs relire, que je ne vais pas manquer de relire. Pour une vision globale de la période, parce que c'est bien beau de se concentrer sur Napoléon et sur l'Empire, mais pour une vision globale de la période, il y a cet excellent livre des éditions Belin, 1789-1815, Révolution, Consulat et Empire. C'est une sorte de petit manuel très très bien illustré. Attendez, hop. Vous avez plein d'illustrations comme ça. Vous avez plein de tableaux. Vous avez plein de références. C'est vraiment comme une petite encyclopédie. Et là, ça va partir de la Révolution. Ça va partir de 1789 jusqu'à 1815. Et sachez que cette collection, il y a à peu près toutes les époques. Hein. Là, on le voit ici. Il y a à peu près toutes les époques dans cette collection. Donc ça, c'est si vous voulez voir l'Empire dans son ensemble. C'est vraiment très bien illustré, très agréable. Les pages sont pas en papier classique, hein. Elles sont très agréables. Et ça aide beaucoup pour avoir une vision globale. Enfin, je vais terminer par... Bon, pour ceux qui veulent... les aficionados, il y a évidemment le mémorial de Sainte-Hélène. Là, je l'ai pris dans cette édition qui m'a été offerte par Céline, qui est une vieille édition. D'ailleurs, ça, c'est mon plus vieux livre. J'ai pas beaucoup de vieux livres. C'est mon plus vieux livre. Et c'est une vieille édition. Et je l'ai aussi dans les éditions FAMO, le mémorial de Sainte-Hélène, en 2 tomes. Ça, mais bon, c'est à lire avec des pincettes après, puisque c'est les mémoires dictées par l'empereur lui-même. Donc, évidemment... il ne va pas vous dire qu'il a fait des saloperies ou autre. Hein. C'est pas un regard critique sur sa propre... Quoique. Mais voilà, c'est à dire avec des pincettes. Et maintenant, pour terminer, les témoignages.
Ça aussi c'est important, les témoignages des contemporains, particulièrement des militaires, les incontournables mémoires du sergent Bourgogne, qui va vous raconter la campagne de Russie. Vous avez En traîneau avec l'empereur de Caulaincourt, ça c'est lors de la retraite de Russie, lorsque Napoléon, à partir de Vilnius, je crois, rejoint Paris quasiment en traîneau, hein, plusieurs moyens de transport, mais en traîneau également, et il est avec Caulaincourt tout seul, et donc ils vont pouvoir échanger des heures durant sur ce trajet retour, et Caulaincourt a pris des notes, et il nous retranscrit tout là-dedans. Vous avez les mémoires du baron Fin également, qui sont très intéressantes, ça c'est les éditions Arléa que j'aime bien également. Ça aussi c'est les éditions Arléa, vous voyez c'est le même... voilà. Les mémoires du baron Fin pour voir Napoléon au quotidien dans son cabinet de travail. Et enfin, ça j'avais beaucoup aimé, encore les éditions Arléa, les cahiers du capitaine Coignet, qui a fait absolument toutes les campagnes de Napoléon, à part la campagne d'Égypte, il me semble, depuis la campagne d'Italie, ouais, bah, je sais même plus. En tout cas, il a fait toutes les campagnes de l'Empire, et il nous raconte ça avec... c'est assez cru, c'est assez simple, c'est un soldat, hein, c'est pas un écrivain. Par exemple, quand il se bat contre des Prussiens ou des Russes, il va lui dire bah voilà, je lui ai foncé dessus, j'ai sorti mon sabre, et je lui ai fendu la figure en deux. Voilà, bah, ça c'est des paroles de soldats, et vous allez voir au quotidien comment se passaient les campagnes, donc très appréciable. Je pense avoir fait un grand tour d'horizon de ce qu'on peut lire pour commencer et pour approfondir. Après, il y en a plein, vous savez que je crois en moyenne, un livre par jour sort dans le monde sur Napoléon. Donc je ne les connais pas tous, je ne les ai pas tous lus, mais fiez-vous à Thierry Lenz, aux gens qui sont des spécialistes reconnus. Thierry Lenz, Jean Tullard également. Et n'allez pas écouter les vidéos d'Henri Guillemin qui raconte à peu près n'importe quoi, tout et n'importe quoi, parce qu'il ne raconte pas que n'importe quoi, mais... Henri Guillemin qui a avoué lui-même avoir bâclé son livre sur Napoléon en 6 mois juste pour sortir et faire le buzz sur Napoléon. Ça m'énerve parce que la plupart des gens qui font des recherches sur Napoléon, ils tombent sur les vidéos de Guillemin et là ils se disent mais c'est un monstre, c'est pas possible. Ben non, il faut lire, il faut aller lire ailleurs, il faut approfondir et donc à déconseiller vivement. Et juste pour terminer, ce n'est pas un livre sur Napoléon, mais je le place quand même parce que je l'aime bien. Mélancolie française d'Éric Zemmour, il y a quand même le petit emblème impérial. C'est pas un livre sur Napoléon, mais c'est un livre sur le destin impérial de la France. En tout cas, c'est la vie d'Éric Zemmour. La France a toujours voulu restaurer, rétablir, remplacer l'Empire romain. Ça a été sa grande quête et aussi sa grande désillusion à partir de 1815 et de la chute à Waterloo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ressent une certaine mélancolie qu'on n'arrive pas toujours à traduire par des mots. Eh bien, Éric Zemmour le fait. J'aime beaucoup ce livre. J'aime beaucoup cet angle de vue de l'histoire et je vous le conseille également. Que retenir de tout ça? Vous pouvez retrouver la liste des livres dans la description. Je vous mettrai un lien aussi sur chaque livre si vous souhaitez le commander. Mais que retenir de ça si vous n'avez jamais rien lu sur Napoléon? André Castelot, Bonaparte et Napoléon, foncez, vous allez être pris dedans, je vous le garantis, ça va être... une fabuleuse aventure, vous allez être à l'intérieur de la vie de l'empereur, avec lui, c'est magnifiquement conté, André Castelot, Bonaparte et Napoléon. Et après, vous avez Thierry Lenz, Jean Tullard, vous avez tous ces gens-là, vous avez les témoignages de l'époque, vous avez des livres de spécialistes aux éditions Vendémiaire, chez Perrin, chez Talandier, Texto. Vous pouvez approfondir ce que vous voulez, mais pour commencer, je le répète, Castelot, Bonaparte et Napoléon, c'est la base. Voilà, je vous dis à bientôt. Et vive l'empereur!